Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que vous allez tous très très bien et que pour vous c'est la grande forme. On se retrouve pour parler non pas de foot, non pas de terrain, non pas d'animation, de carré, de Paulo Fonseca, pas du tout, c'est la trêve et qui dit trêve dit pas d'Olympique Lyonnais, mais quelques sujets malgré tout intéressants à évoquer ensemble. J'ai reçu au cours des derniers jours pas mal de questions sur Twitter et YouTube qui m'ont dit Mika, est-ce que tu peux nous faire un topo sur la situation actuelle d'un point de vue économique, financier de l'OL et en même temps, si tu as un petit peu de temps à nous consacrer, un petit détour par l'actu d'Eagle Football Holdings. Et il faut dire qu'elle est riche parce que depuis quelques mois, on sent bien qu'il y a une odeur de divorce dans Eagle Football Holdings entre John Textor, Michel Kang, Jean-Pierre Comte. Bref, c'est un petit peu une forme de séparation entre anciens bons amis qui veulent avant tout préserver leurs intérêts. Tout ça, on va en reparler ensemble, mais n'oubliez pas que pour une telle vidéo, je ne peux pas être exhaustif, c'est impossible. Quand on parle d'économie, de finances, de montage financier, de relations presque géopolitiques au sein d'Eagle Football Holdings, en 10-15 minutes, on ne peut pas tout dire. Et comme toujours, ce n'est que le fruit de mon interprétation. Je ne pense pas avoir la vérité absolue, pas du tout. C'est mon point de vue, il n'engage que moi, mais si je peux un petit peu vous éclairer sur ce sujet-là, je le fais avec grand plaisir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, c'est le petit geste qui fait vraiment très très plaisir. Pensez au petit pouce les gones. Là maintenant, ça prend une demi-seconde et en plus c'est gratuit, donc pas d'excuses. Pensez aussi à commenter, à me dire votre point de vue sur le sujet, sur la situation économique de l'OL. Est-ce que oui ou non ça vous inquiète? À me dire aussi si pour vous, l'avenir de l'OL s'inscrit loin ou pas d'Eagle Football Holdings. J'ai hâte de vous lire sur le sujet. Et enfin, si vraiment vous aimez le contenu économique sur la chaîne, pensez à vous abonner de une. Pensez aussi à activer la cloche de 2 pour combattre l'algorithme pas toujours hyper sympathique de YouTube. Et pour finir, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi booster le contenu en swipant vers la gauche dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Enfin bref, allez, c'est parti. On va évoquer ensemble quelques sujets qui, je le sais, vous intriguent, vous intéressent, parmi lesquels les déclarations de Michael Gerlinger qui, après le match, dans mon souvenir contre le Real Betis, a dit que l'OL avait des finances qui n'étaient pas extrêmement bonnes. Je le cite quasiment mot pour mot. On évoquera ensuite les liens entre l'OL et Eagle Football Holdings et notamment ce procès entre Iconic Sports et Eagle Football Holdings. Et enfin, on terminera avec l'information tombée il y a quelques heures dans l'équipe via la plume de Hugo Guillemet et Régis Dupont, à savoir que les historiques, les compagnons de route de John Textor, Michel Kang et Jean-Pierre Comte quittent ou sont démis, selon comment on voit la news, selon l'angle de lecture, donc quittent le conseil d'administration, le board d'Eagle Football Holdings. Comment faut-il le comprendre et est-ce qu'on peut, oui ou non, interpréter ce départ? Telle est la question. Alors on commence par le premier sujet, à savoir les déclarations il y a maintenant quelques jours après le match du Real Betis de Michael Gerlinger, le directeur technique entre guillemets de l'OL, qui avait dit en ces quelques mots, je le cite, « Les finances de l'OL ne sont pas vraiment bonnes ». Je cite littéralement ce qu'il avait dit. Et je trouve que la prise de parole de Michael Gerlinger a été trop peu soulevée dans les médias, les grands médias français comme l'Équipe ou encore RMC. C'est un petit peu passé sous silence. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? Beaucoup m'ont dit, Mika, est-ce qu'il faut être inquiet par ce qu'a dit Michael Gerlinger? Les finances ne sont pas bonnes. Alors, les amis, entre nous, est-ce qu'on peut être vraiment surpris? Je pense que la réponse est entre le oui et entre le non. Pourquoi le non? Parce que je rappelle, c'est super important que l'an passé, lors du premier semestre, écoutez bien, lors du premier semestre, donc 2024-2025, entre juin 24 et décembre 24, l'OL a accusé un déficit de quasiment 117 millions d'euros. Sur 6 mois, non pas sur 1 an, sur 6 mois. Un chiffre totalement fou qui montre bien que l'OL dépense trop. L'OL dépense beaucoup trop. Pour celles et ceux qui auraient du mal avec les chiffres et les termes économiques, quand on parle de déficit d'un club, c'est le fait que ce club en question dépense plus qu'il ne perçoit en termes de recettes. Sur 6 mois, l'OL a dépensé 117 millions de trop. Comment l'expliquer? Je l'avais un petit peu dit à l'époque, mais pour faire très simple et en résumé, en condensé, l'OL a beaucoup dépensé
dépensé sur des actifs joueurs. Rappelez-vous, Niakate, Mangala, Nuama, tout ça, ça a un coût et ça a gonflé fortement les actifs contrats joueurs qu'il fallait payer. Forcément, quand tu as quasiment 100 millions de contrats joueurs à amortir, ça fait mal, ça pique un petit peu. Et en plus de ça, on s'est fait prendre, nous en tant que club de l'OL, on s'est fait prendre dans une logique multiclubiste avec ses flux financiers et ses flux de joueurs, les actifs joueurs dont parlait si souvent Textor en disant oui, Botafogo a cédé les droits économiques de Thiago Almada, Igor Jesus, Luis Enrique, bref, tous ces joueurs qui ont soit non pas joué chez nous ou très très peu, eh bien il a fallu en assumer les conséquences. Donc tout ça, mécaniquement, ça a largement alourdi le bilan de l'OL. Et je vous passe une masse salariale délirante à quasiment, dans mon souvenir, 163 millions d'euros. Rappelez-vous, 163 millions d'euros. C'est du délire pour un club qui, en termes de revenus récurrents, à peu près 110, 120, 130 millions. Quand je parle de revenus récurrents, les amis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'OL, chaque année, depuis maintenant quasiment 10 ans, génère de façon récurrente, tout le temps, incompressible, entre 110, 120 et 130 millions d'euros, qui se décomposent de la façon suivante. On a la billetterie, Ligue 1 plus souvent Europa League, et dans le meilleur des cas possibles, la LDC qui maintenant, depuis 5 ans, nous fuit. Et en Ligue 1, la billetterie, c'est à peu près une trentaine de millions d'euros pour tous les matchs à domicile. En Europa League, c'est à peu près 8-10 millions d'euros de billetterie. Et à ça, il faut ajouter les droits TV donc de l'Europa League et de la Ligue 1. Sauf que comme vous le savez, si l'Europa League génère à peu près pour un parcours sympatoche entre 25 et 30 millions, désormais, la Ligue 1 ne rapporte plus rien. Ah oui, c'est le gros problème pour beaucoup de clubs français, dont l'OL. Dans la case droit TV Ligue 1, c'est maintenant quasiment zéro. Je vous renvoie aux résultats du trimestre 1 publié par Eagle Football Group, donc l'OL, il y a maintenant quelques jours, quelques semaines, qui montre que sur un trimestre, en termes de droit TV Ligue 1, c'est à peu près 1,8 million. C'est rien du tout. À la plus grande époque de l'OL, il y a maintenant, ça passe vite, 20 ans, quasiment 15-20 ans, au bas mot, l'OL percevait en Ligue 1 en droit TV à peu près 45 voire 50 millions. Comparativement, c'est à peu près 40 millions de moins, ça fait mal. Et forcément, quand tu baisses les droits TV, quand tu fais en plus de ça des mercatos où tu n'arrives pas à vendre, je vous renvoie aussi au mercato estival 2024 où l'OL n'a pas su vendre des joueurs qu'il aurait dû exfiltrer. Tout ça fait un ensemble, un cocktail sacrément explosif et on paye l'addition. Donc c'est pas non plus étonnant de se dire que les finances ne sont pas bonnes. C'est même quasiment une conséquence logique. Ce point de vue-là, je dirais que c'est la lecture réaliste. Oui, l'OL va mal et c'est pas non plus surprenant qu'un club qui accuse sur 6 mois plus de 100 millions d'euros de déficit soit en galère encore aujourd'hui. Mais en même temps, du point de vue de l'autre côté, on peut se dire aussi que l'OL, durant l'été, a fait de très très gros efforts. Alors oui, Cherki, qui a été vendu pour, je crois, 42 millions d'euros, ça a été fait dans mon souvenir avant le 30 juin. Donc c'est l'exercice 24-25, d'un point de vue comptable. Mais malgré tout, l'OL a vendu beaucoup de joueurs, d'actifs joueurs importants, parmi lesquels Georges Mikotadze, et d'ailleurs j'y pense, en parlant de Mikotadze, il y a une zone d'ombre. On nous a dit, quand il a signé à Villarreal, que son transfert est aux environs des 36 millions d'euros. Quand on prend le communiqué officiel d'Eagle Football Group, donc de l'OL, l'ex-OL Group, qu'est-ce qu'on voit ? Que le joueur a été vendu pour 22 et quelques millions d'euros. Comment explique-t-on la différence ? Bonne question, j'ai quelques hypothèses. Peut-être que l'OL a encore une fois procédé à de l'affacturage, autrement dit, à solliciter une factor pour recevoir plutôt l'argent du transfert. Quand tu es à court de thunes et de liquidités, c'est ce que tu fais, et c'est pas souvent bon signe pour un club de foot. C'est possible, ou alors est-ce qu'il y a dans le deal des intermédiaires qui ont pas mal croqué ? C'est aussi possible. On se rappelle que l'OL a un petit peu, entre guillemets, poussé le deal, parce qu'il fallait faire ce deal-là. Donc est-ce que quelqu'un a croqué dans l'intermédiaire, c'est possible aussi, ou alors est-ce qu'il y a une part de bonus entre le prix fixe et le prix final de 36 millions d'euros ? Là encore, je ne sais pas, ces quelques hypothèses sont encore une fois à vérifier, mais je n'ai pas toutes les données sous la main.
Donc l'OL a beaucoup vendu durant l'été et en plus de ça, l'OL a réduit drastiquement la masse salariale. C'était les amis l'un des 2-3 grands objectifs de l'été pour l'OL. Il fallait baisser la voilure en termes de contrats d'actifs joueurs, d'une part. Tous les gros contrats qui ont été signés récemment, Thiago Almada, Miko Tadze, Cherki, tout ça, hop, on oublie. Donc ça fait un peu d'air, un peu d'oxygène pour l'OL. Et en plus de ça, la masse salariale a baissé. Alors là, je me dis, de façon pragmatique, comment c'est possible que l'OL, malgré de tels efforts, puisse encore être dans la galère, comme dit Michael Gerlinger? C'est compliqué, c'est pas non plus étonnant, surprenant, il y a une forme de logique, de continuité, mais on se dit que malgré tous les efforts qui ont été faits, ce n'est pas suffisant, et il faut en faire encore plus. Mais le problème, les amis, c'est que quand on engage une cure d'austérité sur 3, 4, 5 ans, et je rappelle que l'OL est non seulement sous surveillance des NCG, mais aussi surveillance de l'UEFA, rappelons-le, tu vends tes actifs joueurs pour dégraisser le mammouth, pour réduire la voilure, ok, on peut l'entendre, mais plus tu vas réduire la voilure, plus tu vas te séparer de joueurs de grande qualité, plus tu vas galérer du point de vue sportif. Et on en est exactement là aujourd'hui. Si on prend l'effectif à l'instant T de l'OL, c'est peut-être l'effectif l'un des plus pauvres que j'ai vu en quasiment 30 ans de supporterisme. J'ai un de mes amis qui m'a dit en privé, Marc, que je salue, Mika, on a un stade qui vaut 400 millions d'euros, et dedans, on fait jouer une attaque qui en vaut 5. Bah ouais, c'est tout le contraste entre ces moyens qu'aurait dû avoir l'OL et la réalité du foot qui nous rattrape un effectif qui est nettement amoindri pour les besoins de la cure d'austérité. Et le problème, c'est que plus on s'enfonce dans l'austérité, plus on prend le risque de perdre en qualité sportive. Et là, c'est toute l'ambition et tout le talent de Fonseca, il va devoir maximiser un effectif qui est réduit, en tirer non pas à 100%, mais peut-être 120, 130, 150%. C'est ça la clé. Et s'il n'y a pas de réussite sportive à la fin de la saison, eh bien l'économique va en pâtir. Parce que s'il n'y a pas de bons matchs de l'OL, s'il n'y a pas de performance sportive de l'OL en Ligue 1 et en Europa League, bon courage pour aller valoriser tel joueur à 15, 20, 25 millions, c'est quasiment impossible. Tout ce que je vous dis là, les amis, c'est le panorama à l'instant T de l'état financier de l'OL, à savoir que oui, il y a de grosses difficultés, oui, il y a de gros efforts à faire sur les contrats joueurs qu'il fallait, entre guillemets, liquider pour baisser les amortissements, il fallait baisser la masse salariale, tout ça je vous l'ai dit, et on a fait de très gros efforts durant l'été 2025. Mais si les finances, comme Michael Gerlinger le dit, ne sont pas au beau fixe, c'est qu'en fait, il y a aussi d'autres raisons. N'oublions pas un point qui est super important, c'est que l'OL est un club estampillé Eagle Football Holdings. Qu'on le veuille ou non, moi ce modèle-là me dégoûte et je le vomis de A à Z. Mais malheureusement, nous restons un club estampillé Eagle. Et l'OL, dans cet ensemble, dans ce MCO qu'est Eagle Football Holdings, l'OL est solidaire. Autrement dit, en des termes plus simples, si Textor et ses comparses font des conneries, l'OL, tant qu'il restera un club Eagle Football Holdings, devra en payer en partie à son échelle les conséquences. Et ça, les gars, c'est mon deuxième thème de la vidéo, à savoir qu'on ne peut pas envisager les difficultés de l'OL d'aujourd'hui si l'on pense le club indépendamment de la structure Eagle Football Holdings. Et si je vous dis ça, les amis, c'est que je fais volontairement une passerelle entre les deux sujets. L'OL en difficulté financière, c'est vrai, mais c'est aussi lié aux implications, aux imbrications de l'OL dans Eagle Football Holdings. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Eagle Football Holdings, à l'instant T, traverse des océans un petit peu acharnés, un petit peu remuants, parmi lesquels plein de dossiers qui sont très difficiles et très contraignants. Je rappelle que Botafogo et l'OL sont en, entre guillemets, litige, que les uns demandent aux autres le paiement de quelques droits économiques sur quelques joueurs que l'on connaît bien, Thiago Almada. En fait, pour faire très simple, Botafogo et ses dirigeants estiment avoir été lésés d'environ, je crois, 65 millions d'euros. Parce qu'ils disent l'OL a récupéré
des joueurs du Brésil sans pour autant nous payer. Et du côté des dirigeants de l'OL, Michel Kang en tête notamment, on explique un petit peu la rhétorique inverse, à savoir que l'OL est perdant. Dans tous ces flux financiers et d'actifs joueurs du Brésil vers la France, l'OL a été perdant. Et on est en plein dans un audit très poussé avec des auditeurs de très très grande qualité et compétences qui vont analyser les comptes et de l'OL, Botafogo et de la structure Eagle pour voir au final qui doit quoi à qui. Et malheureusement, c'est pas prêt de finir parce qu'on a aussi un deuxième volet qui est très compliqué pour Textor et ses partenaires, c'est le procès, le litige entre Iconic Sports et Eagle Football Holdings. Et là encore, j'ai reçu plein de questions qui m'ont dit sur Twitter, Mika, est-ce que tu peux nous expliquer en des mots simples quel est ce litige entre Iconic Sports et Eagle Football Holdings? Alors, les amis, pas d'inquiétude, je pense que je ferai d'ici peu, quand je ne sais pas encore, je verrai bien, mais une vidéo qui reprendra l'essentiel de ce dossier-là en vous expliquant dans les grandes lignes les tenants, aboutissants et les conséquences possibles. Mais de manière résumée, le procès Iconic Sports, les gars, si on fait la genèse, l'origine du problème, c'est très facile à comprendre. Rappelez-vous, on est courant 2022 et John Textor parvient à racheter l'OL. Et dans ce cadre du rachat de l'OL, il a autour de lui des gens qu'il a su convaincre, parmi lesquels Helmut, parmi lesquels Michel Kang, parmi lesquels Jean-Pierre Comte, et aussi Iconic Sports, ce fonds d'investissement dans le sportif qui réunit 3 amis partenaires investisseurs, parmi lesquels Knaster ou encore James Dinan. Bref, et Textor les a convaincus tous autant qu'ils sont de venir et de mettre dans un pot commun pour aider, pour lancer la machine, le MCO, Eagle Football Holdings. Jusque-là, rien de très compliqué. Mais là où Textor a failli, c'est qu'il leur a promis, notamment à Iconic Sports, de procéder à ce qu'on appelle un SPAC. S-P-A-C, Special Purpose Acquisition Company. Le projet était de fusionner d'une part Eagle Football Holdings et d'autre part Iconic Sports. Les deux n'auraient fait plus qu'un, et ce plus qu'un, cette entité aurait été introduite sur les marchés financiers afin de lever des fonds. C'était le plan A, le SPAC, promis par John Textor et Eagle Football Holdings à Iconic Sports. Mais le problème, les amis, parce qu'avec Textor, il y a tout le temps des problèmes malheureusement, c'est que le plan A tombe très très vite à l'eau. On est courant 2023, en avril, et là, patatras, il y a un vote, et que se passe-t-il? Les différentes parties prenantes décident de ne pas mener à bien ce plan A qui est le SPAC. La suite, vous la connaissez. On la connaît, quoique elle n'a pas encore vu le jour, c'est le plan B. Et le plan B, c'est l'IPO en français, qui est l'introduction en bourse sur les marchés financiers à New York pour lever des fonds dans la structure Eagle Football Holdings. Mais à l'heure où je vous parle, quasiment 3 ans plus tard, l'IPO, on l'attend encore. Et mon petit doigt me dit que, parce qu'il est assez indiscret ce petit doigt, on me dit que l'IPO, elle n'est pas prête de voir le jour. Même si, attention, pour être très transparent avec vous les gones, je pense que dans l'intérêt et d'Eagle et de l'OL, il faudrait qu'il y ait une IPO pour lever des fonds et un petit peu oxygéner le groupe, qui est sous tension maximale de part et d'autre. Je reviens donc à l'histoire, je rembobine entre Iconic Sports et Eagle Football Holdings, et donc le plan A tombe à l'eau, le plan B, bon, il est ce qu'il est, et là, Iconic Sports n'y croit pas. Ce plan B ne les convainc pas, et très vite, ils demandent le remboursement de leur mise de départ, qui s'élève à peu près à quasiment 75 millions de dollars. Rien que ça. Sauf que Iconic Sports, James Dinan, Knaster ne s'arrêtent pas là. Ils en veulent plus. Ils veulent non seulement, et c'est leur droit, c'est l'une des clauses du contrat, non seulement ils veulent qu'on leur rende leur mise de départ, donc plusieurs dizaines de millions de dollars, mais en plus, ils demandent l'intérêt promis. Ce qui fait que au total, Iconic Sports demande à Textor et Eagle Football Holdings environ 97 millions de dollars. Rien que ça, les amis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en octobre, un jugement a été rendu par la Cour de justice londonienne. Le juge de Londres a dit « La demande d'Iconic Sports est tout à fait légitime et recevable, donc John Textor doit payer les quelques dizaines de millions de dollars, les 97 pour être très précis, à Iconic Sports. »
Alors la suite, c'est un appel, l'appel de Textor qui va contester cette version-là. On aura d'ici quelques jours le verdict définitif, mais les amis, n'oubliez pas ce que j'ai dit juste avant, l'OL étant un club estampillé Eagle Football Holdings, tout ce qui va se produire, tout ce qui va arriver de négatif à la structure multiclubiste Eagle va impacter d'une manière ou d'une autre l'OL. Ça, il faut y être préparé. Et forcément, si le juge confirme la sanction, le remboursement des 97 millions de dollars à Iconic Sports, je doute que Eagle puisse s'en relever facilement. Ça va être extrêmement difficile, d'autant plus que, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais, c'est le problème d'origine d'Eagle Football Holdings. La structure multiclub Eagle est une structure qui est sous-capitalisée. Ça veut dire quoi ? En des mots très faciles, il y a un manque de pognon, parce que Textor n'a pas les poches remplies, et ce modèle, avec Botafogo, Molenbeek, à l'époque Palace et l'OL, manquait vraiment d'argent. Ça manquait de capitaux, d'où le terme sous-capitalisé, pour faire fonctionner toute la structure de façon idéale. En fait, Eagle, c'est le strict opposé de Blueco, Strasbourg-Chelsea. Prenez Strasbourg, voilà, mercato à 100 millions d'euros, ça roule, et il paye. Pas de problème de paiement, alors que nous et Botafogo, les soucis de paiement, les retards de paiement, Thiago Almada à Atlanta United, Mikotadze avec Metz, j'ai cru voir quasiment tous les mois des problèmes de ce type-là, parce que oui, le modèle Eagle est totalement sous-capitalisé, il y a un manque d'argent. Donc si en plus de ça, il faut payer quasiment 100 millions de dollars à Iconic Sports, ça va être difficile. Et là, on aboutit à mon troisième thème de la vidéo, à savoir comment faut-il donc interpréter les départs des administrateurs, les compagnons de route historiques de Textor, ses partenaires quasiment au jour numéro 1 dans le projet Eagle Football Holdings, notamment Michel Kang et Jean-Pierre Comte. Les deux ont quitté leur fonction il y a maintenant quelques jours d'administrateurs, de directeurs du conseil d'administration, le board d'Eagle Football Holdings, à savoir EFH, c'est l'acronyme. Comment faut-il le comprendre ? Alors là encore les amis, attention, en préambule tout à l'heure je vous l'ai dit, je ne sais pas tout. Je n'ai pas tout en tête, je ne connais pas toutes les clés du dossier, je n'ai qu'un point de vue extérieur à ça, qui tente de décrypter du mieux possible ce que je vois et ce que je peux lire. Et on peut, je pense, avoir au moins 2 grilles de lecture sur le départ de Michel Kang et Jean-Pierre Comte au sein du board d'Eagle Football Holdings. Premièrement, je dirais que d'un point de vue pragmatique, on peut se dire qu'au final, si Michel Kang décide de se retirer, ou d'ailleurs a été démise de ses fonctions, là encore il y a un petit problème de sémantique, quand je lis l'article de l'équipe, on nous dit que John Textor a démis de ses fonctions Michel Kang et Jean-Pierre Comte. J'ai quelques doutes, je pense qu'on est plus sur un départ volontaire et de Michel Kang et de Jean-Pierre Comte. Là encore, j'ai quelques petites zones d'ombre, je n'ai pas tout en tête et sous la main, mais c'est comme ça que moi je le comprends. Alors, on peut se dire que si Michel Kang quitte le board d'Eagle Football Holdings, elle reste malgré tout la présidente d'Eagle Football Group, autrement dit l'ex-OL Group, dans lequel on retrouve à la fois l'OL et Molenbeek. Donc, moi, je suis quelqu'un de très très factuel et logique. Je me dis que si Michel Kang quitte le board d'Eagle Football Holdings, c'est qu'au final, elle est quasiment sûre de retomber sur ses pattes. Tout l'argent qu'elle a investi dans Eagle Football Holdings il y a maintenant 3 ans, 65 millions d'euros environ, en 2 tranches, 25 millions d'actions plus 40 millions de dollars en actions convertibles. Si Michel Kang se retire, c'est qu'elle est quasiment sûre, peut-être, d'avoir la certitude de récupérer son argent. C'est comme ça que moi je le comprends. Et on peut se dire aussi qu'au final, elle a plutôt bien manœuvré sa barque, puisqu'elle est présidente d'Eagle Football Group, mais également présidente de l'OL. Donc, l'OL étant la principale machine à cash du groupe Eagle, elle a entre les mains un petit joujou qui peut, chaque année peut-être, s'il est bien structuré, restructuré et apuré, peut générer peut-être 5, 10, 15 millions d'excédents bruts d'exploitation. Voilà. C'est comme ça que je peux, d'un certain point de vue, le comprendre. Et j'ai aussi une seconde lecture à vous suggérer. Moi, je me dis, si Michel Kang, Jean-Pierre Comte, quittent le board d'Eagle Football Holdings, mais restent malgré tout investisseurs, actionnaires, tous les deux,
c'est que peut-être ils veulent aussi envoyer un message plus presque politique que financier. Je rappelle le procès Iconic Sports versus Eagle Football Holdings. Peut-être ont-ils envie de se mettre en retrait pour montrer qu'au final, c'est Textor contre le reste du monde. C'est Textor qui est seul dans sa merde. C'est Textor qui est le capitaine d'un bateau ivre qui est quasiment sur le point de couler à pic. Moi, c'est comme ça que je le comprends aussi. Je me dis que au final, c'est un message qui est fort. On a une scission, vraiment une scission qui est frappante pour le grand public entre Eagle Football Holdings, à savoir Textor et ses copains qui vont le rejoindre au bord du groupe, versus de l'autre côté, Eagle Football Group, donc Michel Kang et l'Olympique Lyonnais. Et en fin de compte, est-ce qu'on n'est pas dans le processus naturel de séparation, presque d'un divorce entre les partenaires d'Eagle Football Holdings ? Moi, je le vois comme ça, les amis. Je me dis que d'un côté, on a le camp Textor, de l'autre, le camp Michel Kang. Entre les deux, un très gros noyau qui est Ares Management. Donc, on a un petit peu un divorce. Et dans le divorce, la question, c'est qui va garder les enfants ? Qui aura la garde de la fille Botafogo et qui aura la garde du fiston Olympique Lyonnais ? C'est ça l'enjeu. C'est vraiment ça. Et on le voit bien. Il y a tellement d'infos qui sortent. On a appris il y a maintenant, je crois, 2-3 mois que Textor voulait créer une nouvelle structure Eagle implantée aux îles Caïmans pour rapatrier Botafogo. On sent que lui, il veut garder son enfant chéri qui est brésilien. Et de l'autre côté, on a l'enfant bâtard, qui est l'enfant illégitime, l'OL, dont pas grand monde ne veut, car l'OL coûte cher à entretenir, et l'OL n'est pas un bon élève financier. Voilà. On en est là aujourd'hui, les amis. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Est-ce que Textor est affaibli ? Oui, bien sûr, parce que Eagle Football Holdings et son board, c'est quasiment une coquille vide. Je l'avais écrit sur X, Twitter, il y a maintenant quelques jours. Pour moi, Eagle Football Holdings, en termes d'influence, c'est quasiment nul. La salle des machines, là où se joue l'avenir de l'OL, c'est pas Eagle Football Holdings. C'est non seulement Eagle Football Group, mais c'est surtout Eagle Bidco, qui est le bras armé financier de Eagle, qui a acquis les parts de l'OL. Et c'est aussi Eagle Midco, en fait il y a EFH, Eagle Midco et Eagle Bidco. Et Ares Management a déjà mis la main sur Eagle Bidco. Donc au final, est-ce que siéger, quand on est Michel Kang, dans le board tout là-haut d'Eagle Football Holdings, c'est vraiment intéressant ? Pas franchement, c'est une coquille vide. Le pouvoir, il est ailleurs. Ça, c'est la vraie leçon de l'histoire. Et au final, je pense que Michel Kang, par rapport à Textor, elle a subtilement, mais vraiment bien subtilement manœuvré sa barque. Et je le redis encore une fois avant de nous quitter, les amis, tant que l'OL sera un club sous le giron Eagle Football Holdings, nous serons bien malheureusement, et je le déplore, solidaires des conneries de Textor et de ses copains. Malheureusement. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire. J'espère que le contenu aura été utile pour vous, que je vous aurai un petit peu éclairé plutôt les quelques données importantes avec les comptes de l'OL, la structure Eagle Football Holdings, le procès Iconic Sports et au final le départ de Michel Kang en tant qu'administratrice du board de Eagle Football Holdings. Tout ça, j'ai voulu en parler avec un petit fil conducteur et des mots le plus simples et pédagogiques possible. J'espère que la mission est réussie et si tel est le cas, dites-le moi maintenant en commentaire, j'ai hâte de vous lire les amis. À très vite, allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.